Pour un projet donné, la majorité des développeurs aiment développer de nouvelles fonctionnalités. Seule une minorité sait mettre en place des tests et sait comment écrire de bons tests. Peut-être parce que peu de formations insistent sur les tests, ou simplement parce que nous négligeons l'utilité des tests. L'assurance qu'ils apportent aux développeurs lorsqu'ils refactorisent un code existant ou qu'ils corrigent un bug. L'objectif de cette série est de vous faire découvrir les tests, de revoir les fondamentaux du testing, les bonnes bases pour faire des tests indépendamment d'un langage de programmation ou d'un outil donné. À titre d'exemple, j'utiliserai le JavaScript pour illustrer certains exemples, mais il s'agira de code très simple qui sera compréhensible, quel que soit le langage de programmation auquel vous êtes habitué. Cette série sera scindée en 3 grandes parties. Une première servant d'introduction, dans laquelle nous verrons pourquoi on effectue des tests, la pyramide des tests qui nous fait découvrir les différents types de tests en comparant leurs coûts. Une seconde partie qui portera sur la découverte des outils de test, dans laquelle nous découvrirons de quoi est constituée une librairie de tests, l'architecture d'un test dans la pratique. Puis une troisième partie qui portera sur des tests double, dans laquelle nous nous focaliserons sur l'importance des tests double lors des tests, sur les différents types de tests double et comment les utiliser en fonction du besoin pour simuler des dépendances lors de nos tests. Et pour disclaimer, je ne viens pas parler ici de TDD, mais simplement des notions qui vous seront utiles lorsque vous souhaiterez réaliser des tests. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, alors moi c'est Modeste Assomban. Je suis développeur web JavaScript senior, passionné d'Angular et de JavaScript, et j'ai créé la chaîne DevPropulsor afin de partager mes connaissances en développement web avec le reste du monde à travers les vidéos que je publie chaque jeudi. Cette partie étant la première de la série, c'est-à-dire celle servant d'introduction, nous allons commencer par répondre à une question simple, à savoir pourquoi effectue-t-on des tests? Quel que soit le domaine où l'on crée des produits, on réalise des tests. Dans le domaine de la fabrication d'automobiles par exemple, on teste les différents composants des automobiles, à savoir les freins, la résistance de la carrosserie aux accidents à différentes vitesses, etc. Et dans le domaine pharmaceutique, on teste l'efficacité des médicaments, leurs effets secondaires sur un enfant, un adulte, une femme enceinte, etc. Le test n'est donc pas propre à l'ingénierie logicielle. Dans le domaine de l'ingénierie logicielle, effectuer des tests nous permet d'assurer la qualité du programme que nous développons. Dans la pratique, cela permet de nous assurer que le code ou le programme fonctionne comme on le souhaite. C'est-à-dire que les mêmes données en entrée, dans des conditions bien précises, nous retournent toujours les mêmes résultats. L'une des choses qui découle de cela, c'est qu'une fois les tests mis en place, nous pouvons refactoriser le code existant avec l'assurance qu'on n'y introduit pas des bugs, qui sont des anomalies de fonctionnement dues à une mauvaise programmation. On peut également ajouter de nouvelles fonctionnalités avec l'assurance que nous ne cassons pas l'existant. Dans le domaine de l'ingénierie logicielle, il existe différents types de tests en fonction de ce que l'on souhaite tester et de qui fait le test. Nous avons par exemple les tests unitaires, les tests fonctionnels et les tests d'intégration. On peut également avoir d'autres tests comme les tests de performance, les tests d'intrusion ou de sécurité, les snapshot tests, le fuzzy testing, etc. En tant que développeur, lorsqu'on découvre les tests pour la première fois, on nous présente la pyramide des tests, qui est un classique qui résume les grands types de tests que l'on rencontre souvent. Il suffit de faire une petite recherche sur le web pour tomber sur les images qui montrent à quoi ressemble la pyramide de tests. Donc ici, j'ai une représentation de la pyramide de tests. Donc si on prend une autre représentation, nous avons toujours la pyramide de tests qui se présente comme suit, et également une troisième présentation. Donc la première remarque, c'est que nous avons 3 niveaux au niveau de la pyramide de tests qui constituent les 3 types de tests qu'on rencontre souvent dans la pratique. Donc si on procède à l'analyse de la pyramide de tests, cela nous montre dans un premier temps qu'il existe 3 types de tests qu'on rencontre souvent dans la pratique. Donc nous avons les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests UI qu'on appelle encore les end-to-end tests. Donc si on prend la seconde image, c'est pareil, on a le test unitaire, le test d'intégration et les end-to-end tests qu'on appelle E2E. E de E pour dire end-to-end. Donc pareil ici, on a la même représentation. Donc test unitaire, test d'intégration, test end-to-end. Donc cette pyramide, l'idée derrière cette pyramide, c'est de faire une comparaison entre le coût des tests et leur temps d'exécution. Mais avant d'arriver à cette comparaison, il est important de connaître la différence entre ces différents types de tests. Nous allons donc commencer par la base et évoluer progressivement vers le sommet de la pyramide. Donc nous allons commencer par les tests unitaires, qui sont les tests les plus connus et dont on parle quasiment tout le temps dans notre quotidien. Lorsque nous prenons un programme, il est constitué de différentes unités qui interagissent ensemble.
Et ces unités peuvent être des fonctions, des services, des composants, etc. en fonction de l'application ou du programme qu'on est en train de développer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le test unitaire permet de tester une unité de comportement ou de fonctionnalité de façon isolée, c'est-à-dire la plus petite unité de code qui peut être logiquement isolée. Et dans la pratique, cette unité de comportement peut s'apparenter à l'un des éléments que je viens de citer, à savoir une fonction, une classe, un service, un composant, etc. Donc contrairement à ce que beaucoup pensent, faire du test unitaire ne se résume pas à tester une fonction ou une classe comme beaucoup le pensent. Donc si on se réfère même à l'image qui est ici, l'image parle de individual classes, comme si cela se résumait à tester une classe ou à tester des classes. Mais ce n'est pas l'idée derrière les tests unitaires, c'est plutôt de tester des unités de comportement ou des unités logiques de fonctionnalité. Donc le deuxième aspect des tests unitaires, c'est que ce sont des tests qui sont rapides à exécuter et moins coûteux à maintenir. Si nous prenons maintenant le second type de test que nous avons, qui est le test d'intégration, il permet de tester que différentes unités ou composants de comportement peuvent fonctionner lorsqu'on les met ensemble. Donc il s'agit de mettre ensemble les composants que nous avons déjà testés de façon individuelle ici, ensemble, pour voir si ces différents éléments fonctionnent ensemble. Donc cela permet de tester par exemple l'interaction entre des composants isolés que nous avons déjà testés ici. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image ou sur la pyramide de test ici, ce test se situe au niveau intermédiaire de la pyramide en termes de coût et de complexité. Nous avons enfin le dernier type de test qui est le test end-to-end qui permet de tester un programme comme on l'utilise dans la vraie vie. Pour une application dotée d'interface graphique par exemple, cela consisterait à renseigner des formulaires, à cliquer sur des boutons pour soumettre le formulaire, à vérifier qu'on est bien redirigé sur une page donnée lorsque l'utilisateur effectue une action spécifique, etc. Ils sont situés au sommet de la pyramide et sont généralement plus coûteux et plus lents à exécuter. Maintenant que nous connaissons la différence entre ces différents types de tests, si nous revenons à l'interprétation générale de notre pyramide de tests, cela nous montre deux grandes choses. Et il suffit de voir la flèche ici pour identifier cela. Donc cette pyramide, en réalité, réalise une comparaison du temps d'exécution des tests, c'est-à-dire la rapidité d'exécution des tests et le coût des tests. Donc la partie de droite nous permet de comparer la rapidité d'exécution de ces tests et la partie de gauche nous permet de comparer le coût de réalisation de ces tests, c'est-à-dire l'énergie investie dans la réalisation de ces tests. Donc lorsqu'on quitte la base de la pyramide vers le sommet de la pyramide, on voit ici que la vitesse d'exécution des tests devient lente. Donc ce que traduit la partie droite de cette flèche, c'est que les tests unitaires sont plus rapides que les tests end-to-end. Donc les tests unitaires sont plus rapides que les tests d'intégration, qui sont plus rapides que les tests end-to-end. Et lorsqu'on quitte le sommet de la pyramide vers le bas, donc on voit que les tests deviennent de plus en plus rapides. Donc c'est ce que traduit la partie droite de cette flèche. Donc si on prend maintenant la partie gauche de la flèche, donc il s'agit de la comparaison de coûts. Donc on voit que lorsqu'on quitte de la base de la pyramide vers le sommet de la pyramide, on voit que le coût devient plus important. Donc plus d'investissement d'énergie dans la réalisation de tests lorsqu'on quitte la base vers le sommet. Et inversement, lorsqu'on quitte le sommet vers la base, on voit que le coût investi dans la réalisation des tests devient moins coûteux. Donc pour résumer cette pyramide, la pyramide de tests nous permet de comparer déjà les types de tests que nous avons en termes de coûts. Et le résultat de cette comparaison ou de cette interprétation, c'est que les tests unitaires sont plus rapides et demandent moins d'énergie pour leur réalisation comparé aux autres types de tests. Et le test le moins rapide et qui demande plus d'investissement ou d'énergie est le test end-to-end, qui est à la fois très demandeur en énergie et moins rapide. Et au milieu de tout cela se trouve le test d'intégration. Donc si on se réfère aux autres diagrammes, donc on voit ici que les deux autres pyramides ou les autres interprétations ici recommandent de faire
70 à 90% du temps des tests unitaires, 5 à 20% des fois le test d'intégration et 5 à 10% de fois les tests end-to-end. Donc l'idée ici, c'est de privilégier les tests unitaires aux autres types de tests. Donc si on se réfère au diagramme que nous avons ici, donc c'est pareil, c'est la même comparaison. Donc en comparaison en termes de coûts, comparaison en termes d'investissement ou de dépendance. Pour la suite, nous allons plus nous focaliser sur les tests unitaires, qui sont les types de tests à privilégier et qu'on rencontre plus dans notre quotidien. Et si nous nous intéressons maintenant à la qualité des tests, concernant les qualités d'un bon test unitaire, un test unitaire est considéré comme de bonne qualité lorsqu'il s'exécute rapidement. Donc l'objectif des tests unitaires, c'est de donner un retour rapide aux développeurs en phase de développement. Donc le second point, c'est qu'il doit vérifier qu'une unité de comportement fonctionne comme on le souhaite. Et le troisième point, c'est que tout cela doit être réalisé de façon isolée. Malheureusement, lorsqu'on écrit un programme, on dépend souvent de facteurs externes pour le faire tourner, comme un module, une librairie externe nous permettant par exemple de réaliser des validations de données utilisateurs, une base de données pour le stockage des données, etc. Afin d'éviter de dépendre de ces éléments externes, appelés dépendances lors des tests, on utilise des tests double, doublure en français, dont le rôle est de simuler les dépendances qu'on peut avoir en production et de les remplacer. Concernant les tests double, il faut savoir qu'il en existe plusieurs. Donc il existe différents types de doublures ou de tests double, chacun ayant un rôle spécifique en fonction de ce que l'on souhaite doubler ou comment on souhaite le faire. Et comme type de test double, nous avons les dummies, les spies, les stubs, les mocks et les fakes. Mais afin de ne pas rendre cette vidéo d'introduction trop longue, nous explorerons plus en détail les différents types de tests double dans une prochaine vidéo. Et ceci nous amène à la fin de cette première partie, dont l'objectif est de servir d'introduction. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web de façon générale, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.